Donc bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel événement Color de Life, sur le thème couleur et émotion, un deuxième webinaire avec cette fois-ci Émilie Rouland, qui est designer, mais qui est aussi PhD, et elle va vous expliquer un peu son travail et surtout son approche. Et comme vous l'avez vu dans le titre, ce qu'elle appelle la couleur 8D. Donc je vais couper ma caméra, couper mon son, et puis la laisser. Donc bonsoir à tous, enchantée d'être là ce soir et de participer à Color de Life pour ce webinaire. Merci de rejoindre et donc de participer. Euh, Moi ce soir je vais vous expliquer ou en tout cas vous partager une partie de mes recherches de coloriste et de docteur en design sur la recherche en design, les émotions, ce qu'on appelle les qualia, et finalement sur la couleur quantique dite en 8 dimensions. Donc globalement, je me présente. Je travaille principalement en tant que coloriste, en tant que designer et en color design, en design quantique, en design de transition et en design d'anticipation. Donc on va aborder dans ce webinaire ce qui est devenu la recherche en design du 21e siècle, de par certaines des disciplines émergentes du design. On va y développer leurs influences sur les compréhensions de la couleur entre le 20e et le 21e siècle en Occident. On va se demander finalement, qu'en est-il des émotions véhiculées par la couleur qui traversent les temps, les sciences et les expertises. Le concept de Kalia y sera soulevé, tout comme une proposition de modélisation théorique de ce que j'appelle la couleur 8D. Cette dernière est approchée selon le paradigme des potentiels, la pensée complexe, les sciences quantiques donc, et ce de façon multidimensionnelle. Par rapport à ça, je vais vous partager donc un article scientifique réalisé dans le cadre de cours universitaires, mais aussi d'une conférence spécialiste. Et donc du coup, j'ai travaillé à partir d'une approche méthodologique particulière. Je m'appuie pour cela sur des recherches théoriques, expérimentales et expériencées, c'est-à-dire en projet. Une méta-analyse finalement qui relève d'un mélange complexe de recherche-création, de recherche-action et de recherche-projet, qui sont les trois disciplines principales de la recherche en design. Dans mon cas, ce sera une recherche en, par, pour, dans et avec le design. En plusieurs étapes, le design assume des expérimentations en train de se faire et des prototypes successifs. Il s'agit d'une recherche in progress, terme issu du courant artistique éponyme. Dans nos métiers de recherche, la seule production finale et les résultats de recherche n'ont pas la même valeur que l'entièreté des étapes méthodologiques de création, y compris scientifiques. Il s'agit donc ici d'une méthode scientifique en tant que telle, où l'œuvre et l'invention ne découlent pas d'illumination soudaine, mais se veulent des fruits d'un travail rigoureux, conscient et réfléchi. On parle de recherche crée-action, dite poétique, c'est-à-dire des arts de faire, pour citer Paul Valéry. Je développerai un petit peu plus tard. Pour structurer un peu cette conférence, je vais procéder en 6 étapes. On va tout d'abord parler de design de transition et de recherche en design. On parlera de demain avec un grand S et de recherche crée-action. On parlera de changement et de tiers inclus, qui est une notion chère à Lupasco, pour ceux à qui ça parle. On va parler de pensée des potentiels, de couleurs et donc de Kalia, de couleurs dimension et de couleurs quantiques, mais aussi finalement une proposition de modélisation théorique de la couleur 8D. Le tout en parlant des émotions évidemment. Donc pour introduire, je dirais que si nos rêves et nos idées changent nos mondes, les rêves et les idées changent aussi les mondes comme nos émotions. Quand de nouvelles manières de penser, de chercher et de faire nous donnent les moyens d'inventer, nous conscientisons des potentiels, nous imaginons des possibles, nous concevons des projets et nous les transformons en réalité à l'aide de la couleur. Cette dernière s'en voit ainsi métamorphosée et repousse ses propres limites longtemps questionnées par des chercheurs de multiples disciplines scientifiques et artistiques. Directement ou non, tous questionnent nos émotions mises à l'œuvre. Et donc, du coup, en parlant de design de transition et de recherche en design, il est question effectivement de l'approche dont je vais vous parler, qui est aussi la mienne, dans mes métiers de designer, de chercheur international et de coloriste. En l'occurrence, je vis, questionne et expérimente plusieurs domaines à la fois, en recherche en design de potentiel, de transition et même en design quantique.
Finalement, j'exprime et partage des comment et des pourquoi via la couleur. Nous vivons en effet de nouvelles manières de penser. Les sociétés occidentales sont passées de systèmes de vérité ancestrale à des systèmes de pensée scientifiques et anticipatrices. La connaissance par les faits coexiste avec ce que j'appelle une pensée des potentiels. Ce sont des pratiques inventives qui convoquent des conceptions et des rationalités différentes, de nouvelles sources de possibles qui voient le jour, comme des projets et des actions pour notre siècle. Le design et la couleur constituent ainsi des objets d'étude, mais aussi des pratiques de pensée sensibles et émotionnelles, évidemment. Elles croisent d'autres façons de penser les mondes. Les évolutions cosmogoniques, les révolutions de la connaissance, les transitions des espaces de référence sont à l'initiative de ces nouvelles approches qui lient science, art et société. Les frontières poreuses laissent place à différentes façons d'anticiper, car au gré des époques, la couleur comme l'anticipation elle-même se sont métamorphosées, avec et par les hommes qui les ont façonnées. La prospective a ainsi fait les beaux jours des prédictions de l'intelligence économique, de la mercatique et des tendances, y compris pour ce qui est de l'application de la couleur et de ses harmonies. Les années post-1970 marquent une période qui passe de manière de prévoir, de prédire, de préfabriquer les années à venir à de multiples scénarios de possibles. Ce sont des demains pluriels, souhaitables ou non. Aujourd'hui, en autant de transition sociétale, écologique et numérique, l'anticipation s'envisage comme des explorations de peut-être, incertains par nature. Ils ouvrent à de nouveaux possibles, qui doivent être transformés en projets, y compris chromatiques. Influencés par la physique quantique, la pensée complexe, la transition numérique et le développement durable, l'anticipation devient donc un art de faire des liens, qui concerne toute forme de conception, y compris celle du color design, qui travaille avec les émotions. L'anticipation actuelle propose donc de co-penser et d'inventer des projets dits positifs, c'est-à-dire qui produisent plus d'énergie et de synergie qu'ils n'en consomment. Penser et concevoir des potentiels, y compris émotionnels, c'est donc agir en admettant plusieurs scénarios coexistants et ainsi faire apparaître de nouvelles problématiques à énergie positive. Sans nécessairement cautionner tous les scénarios envisageables et envisagés, cette nouvelle anticipation pratique la pensée complexe. Elle est donc systémique et chaotique et elle préfère les reliances au contraste, des nuances bricoleuses et inventives qui font avec l'incertitude et non plus contre elle. En cela, la complexité ne cherche plus à éliminer, réduire, ni même gérer l'aléa ambiant. Elle s'en sert pour évoluer et générer des émergences. En s'immergeant et en acceptant les richesses de l'incertitude, on se donne donc les moyens d'en explorer les richesses inventives. Le design s'en fait ainsi spécialiste. Il s'en sert pour questionner, pour penser et inventer de nouveaux demain, à l'écoute des murmures sociétaux et des questions aussi humaines que sensiblement émotionnelles. La réflexivité implique débat, milieu à inventivité, projet, prototype et énergie favorable à l'invention. Il s'agit d'oser des recherches en projet et de transformer des potentiels en possibles. On parle de phase de recherche, mais aussi des expérimentations en projet, phase de création, et des réalisations en action, phase d'action. Cela constitue la recherche crée-action. Ainsi, en valorisant des approches, des démarches et des partis pris inventifs, les pratiques de designers et de coloristes sont d'ordre non technologique, centrées sur de nouveaux usages, des pratiques, des savoir-faire et des cheminements méthodologiques mettant l'humain au centre, tout en éveillant aux différentes cultures. Préserver les environnements implique de s'engager avec bienveillance, en proposant des projets responsables, durables et respectueux des écosystèmes dont nous faisons partie. Plus largement, le changement est donc au centre des préoccupations du design. Concept largement employé pour décrire des transitions, il renvoie aux révolutions scientifiques, épistémologiques et sociétales. En cela, il s'agit d'oser et proposer, prendre des initiatives de makers pour imaginer et réaliser de nouveaux liens de rencontre, de nouvelles interculturalités, des transdisciplinarités et des mixités, de nouveaux rapports aux émotions, grâce à de nouvelles façons de penser les sciences et les arts. Renvoyant aux pensées complexes dites du tiers inclus, pour citer Lupasco, Morin ou Lemoigne, ces évolutions, transitions et métamorphoses générationnelles participent à de nouveaux dialogues, des reliances entre recherches scientifiques, philosophiques et artistiques. En design et en couleur, de nouveaux équilibres s'inventent ici et ailleurs, maintenant et tenant en main le monde, selon Michel Serres. Mais malgré les révolutions du XXe siècle et les mutations du XXIe siècle, les pensées demeurent encore prisonnières de la pensée disjonctive, héritée de Descartes.
C'est un héritage ancré, où la couleur est encore envisagée comme scientifique ou philosophique ou artistique. Elle intègre de la physique optique ou de la biochimie, de la sémiotique ou des quantités mathématiques, des représentations prototypiques privilégiées ou de l'esthétique, de l'ingénierie optique ou encore des pratiques de coloration tinctoriale. Mais qu'en est-il des émotions véhiculées par la couleur, qui traversent ces différents domaines d'expertise? Aujourd'hui, les compréhensions multiculturelles et multisensorielles permettent de concevoir le design et la couleur différemment. Elles permettent de dépasser les arts d'appliquer pour des arts de transformer des potentiels en possibles et des projets en activités. Plutôt que de chercher à simplifier la couleur, c'est-à-dire user de la pensée réductionniste qui découpe pour mieux comprendre, il s'agit de s'immerger et de voyager au sein de ces complexités. Tenter de les rendre intelligibles tout en valorisant les interactions et émergences en devenir de ce début de siècle. La couleur est en effet cette banalité extraordinaire qui fait partie de nos paysages quotidiens. Elle s'expérimente de mille et une façons, grâce à de multiples modalités sensorielles, et demeure omniprésente même quand il fait noir. Bien que comprises comme une matière, lumière, langage, les transitions quantiques, complexes, numériques et le paradigme émergent des potentiels re-questionnent ces compréhensions. Reliant nos multiples réalités partagées et si intimes à la fois, la couleur peut ainsi être comprise comme une dimension à part entière, et elle rejoint ainsi nos émotions. De par nos expériences du quotidien, on se rend compte que nous rêvons et nous nous émouvons en couleur, et ce, même lorsque nous dormons. Nous sommes dans un état modifié de conscience, tout comme les personnes atteintes de cécité de naissance qui ressentent les émotions de la couleur grâce à leurs autres sens. Il n'est donc plus ni question de nos seuls yeux, ni de nos acquis mémorisés. En d'autres termes, la couleur est bien une construction de nos cerveaux et de nos sociétés. Complétant les dimensions conscientisées ou plus discrètes de la physique, la couleur dépasse désormais les anciennes conceptions qui ne croyaient que ce qu'elles voyaient. D'autres modalités sensorielles ont récemment été découvertes par les sciences cognitives et détrônent en effet les cinq sens d'Aristote. Parmi elles, la proprioception, l'hygroception, la magnétoception ou encore l'électroception. Nous n'en avons pas moins d'une douzaine et elles impactent directement nos perceptions émotionnelles et de la couleur. Elles ouvrent au potentiel de nos consciences et cerveaux, qui discutent avec nos intestins, eux-mêmes tapissés de neurones. Nos corps, cerveaux et conscience participent ainsi à l'invention de nos réalités, de la couleur elle-même, et ce, au travers de nos émotions. Ce qui est invisible pour les yeux devient ainsi ressenti en écoutant son corps et son cœur. En laissant communiquer nos ressentis plus librement, nous faisons donc évoluer nos conceptions des mondes selon d'autres modalités sensorielles. En témoigne le concept de qualia, équivalent qualitatif de la notion de quanta, qui décrit cette particularité à différentes échelles. En effet, les recherches de pointe en sciences cognitives les plus récentes nous permettent de mieux saisir ce qui fait un ressenti chromatique et ce qui en est véritablement à l'origine. Ce qui fait par exemple que nous percevons une fraise mûre aux teintes rougies. En réalité, ces qualia, du latin calis, qui signifie quelle, de quelle sorte, de quelle espèce ou de quelle nature, sont en anglais des raw feels, c'est-à-dire des émotions brutes, à l'état de potentiel, et d'informations encore non décodées, et pour lesquelles nos cerveaux et nos corps procèdent à un décryptage via nos sensorialités et nos consciences. Car c'est bien la conscience tout entière qui intervient dans la perception des couleurs, et non plus juste les yeux, les aires corticales et le spectre visible. C'est donc une petite révolution scientifique et d'épistémologie de la couleur. Cette philosophie des sciences qui étudie aussi les nuances colorées et leur compréhension. Parler de conscience chromatique, c'est élargir le champ des recherches vers plus de connaissances transdisciplinaires qui dépassent ainsi les rigidités et dont la recherche en color design se réjouit pour ressentir plus loin et comprendre mieux. En d'autres termes, la couleur ne peut donc être considérée comme un simple signal visuel, mêlé à de la lumière, rencontrant de la matière. Grâce aux récentes découvertes scientifiques du XXe et du XXIe siècle, nous sommes en mesure de comprendre qu'elle est bien plus complexe que cela. Avec davantage d'attention consciente, la couleur reste imprévisible, incertaine et non linéaire, au-delà de ses potentiels conscientisables et conscientisés. Comme dans plusieurs états simultanés, la couleur relie et nuance à la fois, avec une vie autonome. Par la pratique, la couleur porte de nouveaux potentiels qui interagissent dans nos consciences et nos environnements.
Il s'agit ainsi de la considérer et de l'expérimenter autrement, et notamment par des projets de design. Plus communément, la couleur va de la signature de l'hydrogène des nébuleuses aux aurores boréales, des arcs-en-ciel lunaires à l'énergie noire, dite noire, en passant par la magie des plantes tinctoriales, de la chlorophylle aux anthocyanes, des poils des animaux aux synesthésies neurochimiques, en passant par l'imagination poétique. Ainsi, à chaque échelle, la couleur est toujours spatialité, temporalité, potentiel, information, point de rencontre, liaison, interaction et même force agissante. Tout se passe comme si la couleur était une dimension qui elle-même se joue de nos émotions. Un concept et une compréhension qui considèrent ce qu'elle a d'universel, de physique, mais aussi de général, de social, et de singulier, de ce qu'il y a de plus intime. Ce sont trois états intriqués d'un même système complexe adaptatif, vivant, qui relie différentes échelles, l'échelle subatomique, l'échelle humaine et l'échelle macroscopique. Époque après époque, les hommes et les femmes ont ainsi tenté d'apprivoiser la couleur par les différentes pratiques scientifiques et artistiques, y compris tinctoriales. Et aujourd'hui, le design les réunit. Non sans effort, travail et rigueur, la recherche en design est capable de comprendre la couleur dans sa complexité, et sa complexité multidimensionnelle, en tant que dimension, en tant que système complexe adaptatif, et ainsi en tant que couleur 8D, dont nos émotions ne sont pas exemptes. Et pour ça, je vais vous proposer donc une modélisation théorique de cette couleur 8D, qui est finalement la réunion de 8 systèmes complexes interagissants, et où la couleur relie les sciences quantiques non linéaires et fluctuantes à l'épistémologie complexe, aux écosystèmes vivants, aux cosmogonies anthropologiques et aux pratiques d'anticipation qui sont propres au design. C'est une couleur multidimensionnelle qui interroge la recherche en couleur. En effet, la couleur a très longtemps été explorée, expérimentée, décortiquée, voire expliquée par les sciences de l'infiniment grand. Par exemple, la physique classique, les sciences de la vie, les sciences humaines et les arts, l'optique, la chimie, l'astronomie, la biologie, la neurochimie, la psychologie, la sémiologie, la philosophie, la gestion ou encore l'ingénierie. Autant de disciplines qui auraient presque persuadé les chercheurs que la question de la couleur était réglée. Mais si ces recherches ont effectivement donné lieu à d'importantes découvertes et compréhensions, la couleur demeure toujours aussi incertaine. Comme nos émotions, elle résiste à ce qui tente de la figer sans respecter ses mouvements internes. Les pratiques tinctoriales en sont des témoins. C'est la raison pour laquelle elles continuent à stimuler la sensibilité, la curiosité et l'imagination des chercheurs, designers et teinturiers. La seconde branche de la physique, dite quantique, étudiant l'infiniment petit, a désormais plus d'un siècle. Il devient urgent de prendre ces compréhensions, connaissances et représentations en compte pour appréhender et comprendre la couleur au XXIe siècle. Ce qui se passe au cœur de la matière et anime les photons de lumière concerne aussi la couleur. En témoigne la chimioluminescence qui décrit l'énergie photonique émise par tout être vivant dans le spectre des infrarouges, et ce tout au long de sa vie. On parle aussi d'effet Kirlian. En effet, complexe, énergétique et surprenante, cette couleur quantique est aussi commune que la phosphorescence, la flamme d'une gazinière ou les éclats d'un feu d'artifice. Elle concerne ce qui se passe dans les plantes, y compris tinctoriales, au-delà de la seule chimie, mais aussi dans notre chimie des émotions. Si Einstein nous a démontré que tout ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie, Planck prolonge à Newton il y a près d'un siècle maintenant. Selon Planck, les nuances de longueur d'onde n'ont jamais été contenues dans la lumière blanche. Les ondes électromagnétiques expriment simplement leur potentiel coloré quand elles rencontrent les potentiels d'une matière, dont les pigments végétaux, minéraux et animaux font partie par exemple. Il s'agit donc d'ouvrir nos compréhensions des nuances à de nouveaux possibles, projets collaboratifs entre science et design, et à de nouvelles connaissances, vers une couleur, onde, particule, qui compose toute matière et toute lumière, mais aussi les énergies du vivant émotionnel, celles qui transforment les potentiels électromagnétiques en molécules minérales et en cellules animales végétales, mais aussi en aura colorée, créant la couleur au passage. Ainsi, nous pouvons parler de couleur 8D, une couleur en 8 dimensions, comme la modélisation théorique que je propose et détaille. Ainsi, la couleur 3D représente les dimensions des spatialités chromatiques. Même à l'état de potentiel, la couleur n'existe pas, en dehors des 3D,
de l'espace physique et des multiples spatialités que nous pouvons ressentir. Il y a aussi la couleur 4D, qui est la dimension des temporalités chromatiques. Par exemple, la couleur n'existe pas non plus en dehors des temporalités que nous éprouvons. Quant à la couleur 5D, c'est la dimension des potentiels chromatiques. La couleur porte des informations brutes, latentes, à l'état de potentiel en devenir, qu'ils soient perçus et conscientisés ou non. Ce sont les qualia. La couleur 6D, c'est la dimension des topos chromatiques. Toute nuance s'associe et se lie toujours à quelque chose d'autre. Les topos sont ces lieux de rencontre, des points de contact et de connexion entre les potentiels créés par la conscience. La couleur 7D, c'est la dimension des polytopicités chromatiques, des lieux de rencontre qui créent des contacts et donc du lien. Toute nuance est en effet truffée de liens et d'interactions physiques et cognitives. Toute polytopicité fait ainsi reliance, nos cheminements, nos parcours d'interprétation, les sens imaginés, les projections, mais aussi les compréhensions et les conceptions qui font signe, graphie, langage, rituels, pratiques ou cultures. Et enfin, la couleur 8D est cette dimension des énergies de potentialisation. Il s'agit des forces qui interagissent au cœur de la couleur, celles qui la mettent en mouvement à l'échelle subatomique, qui transforment les potentiels en actes, qui permettent à l'électricité de circuler dans notre cerveau pour mieux donner lieu à des compréhensions colorées, mais aussi à nos émotions, et même à des concepts et des projets. Sans ces formes d'énergie bouillonnante qui donnent vie et mettent en mouvement, point de couleur émotionnellement chargée, sans énergie transformatrice, et ce, quelle que soit l'échelle considérée, point de nuance. Donc à partir de ça, je vais vous montrer finalement une esquisse. Je vais vous partager mon écran pour vous partager l'esquisse de ces couleurs en 8 dimensions, de façon à ce que vous puissiez prendre acte, ou en tout cas illustration de ce que ça peut être d'un point de vue plus concret. Je vais vous partager l'écran. Donc voilà un exemple finalement des 8 dimensions donc détaillées, les 3 dimensions d'espace, la dimension temporelle, la dimension des infos brutes, donc des qualia, mais aussi celle des topos, les liens, et des énergies vivantes au même titre que des sens, topicités créés. En voici le détail. Longueur, largeur et profondeur ou hauteur euh, impliquent l'espace physique qui lui implique toute nuance de couleur, au même titre que une nuance n'existe pas en dehors du temps. Les infos brutes sont comme des potentiels à l'état latent, et les topos, finalement, ce qui est de l'ordre de la liaison entre elles, qu'elles soient conscientisées ou non. Les qualia, finalement, viennent être mis en relation. Et donc, à partir de ces topos, ça donne du sens. On est capable de donner du sens. Les émotions y participent. On appelle ça les topicités. Les énergies, les énergies de la couleur, de potentialisation, c'est ce qui met tout ça en mouvement. Et c'est ce qui crée la couleur finalement en 8 dimensions, dans sa profondeur. Je vais également vous proposer un projet que j'ai mis en œuvre et qui vient finalement prolonger cette analyse théorique et cette proposition théorique qui est donc aussi issue de mes recherches de doctorat. Là, c'est un prolongement avec Cadio Agency et Adrien Cadio, qui est designer et prospectiviste. On a monté ensemble un projet de design de transition, de design d'anticipation, de design quantique et de design positif, en sachant qu'il y a une application couleur particulière. Ce projet est donc, implique des perspectives de recherche et de développement. Il s'agit de modélisation et de méthodologie quantique, de design quantique, des outils de conception prospective et de transition pour les entreprises, et issu d'une logique de laboratoire créatif engagé. Les méthodologies de recherche et de veille de macro-tendances, et qui donnent lieu finalement à un projet de conception positive appliqué à la prospective
via la couleur. On parle également de co-rédaction d'articles scientifiques, de conférences, d'interventions en entreprise et de production de cahiers de futurs transitionnels et souhaitables, également chromatiques. Ici, je vous présente quelques illustrations finalement de ce que peut être une méta-analyse finalement de prospective qui permettent ensuite des traductions couleurs en 8 dimensions via le design quantique. On parle de mapping en nébuleuse, qui s'inspire entre autres de modélisation de la physique quantique, qui étudie donc l'infiniment petit et qui donne lieu à de nouvelles interprétations et de nouvelles représentations de la cosmologie quantique. Ici, on a une représentation en Calabio qui représente les différentes dimensions intriquées de l'espace-temps à l'échelle de l'infiniment petit et qui révèle finalement une approche de l'espace particulière. Ça permet de travailler sur de l'analyse, de la méta-analyse de tendance euh, avec un travail de couleur qui s'ensuit. À droite, on a par exemple un trou de verre, une modélisation en trou blanc, trou noir, qui permet finalement d'analyser un temps présent, mais aussi des futurs possibles, et donc des futurs souhaitables, qui sont ensuite traduits en couleur. Donc en d'autres termes, notre 21e siècle s'annonce riche de nuances et de découvertes, de connaissances à éclaircir et à rajeunir, à défricher, y compris dans les recherches sur la couleur. Elle est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets et elle continue ainsi à nous fasciner, avec optimisme, alors qu'un paradigme des potentiels s'ouvre peu à peu. Ces nouveaux modes de pensée, nos émotions, offrent ainsi de nouvelles perspectives de compréhension de ce qu'est la couleur à notre époque et pour notre siècle. Je vous partagerai également une bibliographie, un corpus, qui a permis effectivement d'étayer cette étude et ses propositions. Bon, tout d'abord, merci beaucoup. Merci, Émilie, c'était absolument passionnant. C'est effectivement une analyse, j'y suis très sensible, évidemment, vu mon travail, mais moi, c'est un travail vraiment sur le terrain. Et du coup, ça a rejoint des questions que je me posais depuis fort longtemps. Et même une évolution que je suis en train de réaliser, puisque je viens de passer récemment à une deuxième activité. Je viens de passer à la chromothérapie, donc à la lumière colorée. Et Ok. là, les émotions et les sensations sont encore plus puissantes, bien évidemment. Mhm. Alors, je me posais pas mal de questions et d'ailleurs, je serais contente qu'on rentre en contact parce que c'est passionnant, ton travail réellement. Je me disais, euh, cette approche quantique qui me touche particulièrement, j'avoue que moi, pour moi, la couleur est éminemment spirituelle. J'aimerais bien effectivement comprendre davantage un peu ces mécanismes-là. Et je me suis posé une question quand tu parlais des nuances qui pouvaient s'associer, parce que effectivement, je connais bien cette question des liens ressentis, des liens émotionnels entre les couleurs, puisque moi-même j'enseigne cela à des décorateurs. Et j'ai une méthode très sensible et empirique pour essayer de faire comprendre ces filaments de lumière qui se rejoignent et qui s'épousent en fait quand les harmonies de couleurs sont réussies. Et je me demandais si les progrès actuellement sur notamment l'intelligence artificielle pouvaient peut-être maintenant déjà ou à terme nous permettre de créer des couleurs inconnues Mhm. et deuxièmement faciliter peut-être un travail d'association de couleurs entre guillemets parfaite. Voilà mes questions. D'accord. Alors, je dirais que effectivement, l'intelligence artificielle aujourd'hui permet des progrès, Mm. de faciliter entre guillemets des harmonies ou des créations d'harmonies à partir de data. Donc finalement, D'accord. de quelque chose de très quantitatif Oui, et de très chiffré, si on peut dire. C'est d'accord. très référencé et ça permet effectivement de créer des harmonies au même titre que ça permet de créer de la musique de façon artificielle, Mm. mais finalement avec des gammes de notes, des gammes d'harmonies qui fonctionnent effectivement très bien. De là à parler de perfection, je suis un peu dubitative parce Ah que c'est oui, vrai que c'est très subjectif c'est très subjectif. et Mm. c'est très très émotionnel là encore. Donc
est-ce que une gamme parfaite pour l'un est la même que pour Mm. l'autre? Je me permets d'émettre une petite réserve. Mm. Mais une chose est sûre, c'est que ça permet effectivement de suggérer des choses. Mais à mon sens, ça ne remplacera jamais la sensibilité des artistes et justement des designers, Ouais. dont le travail créatif est de mettre en lien de façon nouvelle finalement, de créer de nouveaux contrastes, de créer de nouvelles harmonies, de nouvelles sensibilités, Ouais. donc de nouvelles émotions. Et je pense sincèrement que l'IA est un outil, mais qu'elle doit être prise avec beaucoup de recul précisément pour conserver la vraie valeur finalement du travail créatif et émotionnel de ce fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je fais le rêve néanmoins qu'un jour on redécouvre, alors peut-être par l'IA, mais peut-être aussi par notre sensibilité ou notre ouverture de conscience, qu'un jour on découvre de nouvelles couleurs, tu vois, qu'on Ouais. fasse waouh, qu'est-ce que c'est beau! Mais ça, c'est un rêve que je fais souvent moi la nuit. C'est quelque chose qui a déjà été vérifié et effectivement, l'IA a découvert récemment une couleur qui, a priori, n'est pas possible dans le spectre humain et finalement qui se révèle réelle. Alors justement, la question du réel est très personnelle et est très émotionnelle, très spirituelle et on peut parler d'une réalité physique, on peut parler d'une réalité émotionnelle qui ne fonctionne pas de la même manière. Néanmoins, on est dans la physique quantique. Ça Ah oui, fonctionne à partir de la physique quantique. ouais, ouais, tout Euh, à fait. c'est- C'est passionnant, hein, Tu me fais merci, vraiment. penser à quelque chose, c'est il y a un peu plus d'un an, ou peut-être deux maintenant, avec Anna, on avait testé sur un salon la Dream Machine, où Oui, en je la fait connais bien. voilà, on t'envoie des lumières Ouais, derrière, voilà, les yeux fermés. ouais. Et bon, moi, je suis fan des effets psychédéliques où effectivement, voilà, on ferme les yeux et puis il se passe plein de choses. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu du turquoise fluo. Ah oui. C'est-à-dire que voilà, des bleus cyan jusqu'au turquoise, extrêmement lumineux, que je n'avais jamais vu en lumière en tout cas. Donc, et c'est vrai que Anna et moi, enfin, en faisant l'expérience, on s'est aperçu toutes les deux qu'on avait pleuré, tellement Ah ouais. c'était une expérience enfin, de joie immense, en Ouais, fait. oui, oui, c'est ça, c'est bouleversant en fait, C'est ça. de sortir de notre spectre en fait. Mhm. Moi, je la connais bien, la Dream Machine, parce que je l'ai aussi, et je fais aussi des séances avec ma clientèle. Je suis moins sensible à la Dream Machine qu'au logiciel de chromothérapie de Pierre von Obergen, qui ça, moi, ça m'évade complètement. Et Émilie, tu parlais justement d'aurore boréale. Ben, moi, j'ai passé le week-end à faire des démonstrations de chromothérapie à différentes personnes, hein. C'était un week-end entre entrepreneuses bretonnes, parce que maintenant je suis à Quimper. Et il y avait notamment le dimanche des mamans accompagnées de leurs fillettes de 5 ans à 13 ans. Et moi, j'avais choisi le programme Aurore boréale, justement pour les petites filles. Mais l'expérience que j'en ai, ça fait la deuxième fois que je fais ça, c'est que voilà des enfants qui sont quand même exposés depuis toujours, enfin depuis qu'ils sont nés quasiment au réseau, enfin à l'intelligence artificielle en réalité, à l'abstrait. Et donc à la limite leur émotion, leur émotionnel, leur imaginaire émotionnel pourrait être saturé. Mais Mhm. en fait, quand je leur projette le programme Aurore boréale, où là, elles sont entourées de lumière issue des calculs qu'a fait Pierre, hein, en fait, justement, d'aurore boréale, eh bien, elles sont complètement émerveillées. Et c'est directement, lui, il a été mesurer les longueurs d'onde d'une aurore boréale et tout. Enfin, c'est un travail de dingue qu'il a fait. Et en fait, elles en sortaient toutes en disant, «Oh, c'est trop beau!» Et ça me fait plaisir parce que la puissance émotionnelle de la couleur, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui nous touche, comme tu l'as fort bien dit. C'est une dimension à part entière. J'ai beaucoup Mhm. retenu cette expression parce que moi-même, je parle beaucoup de ça. C'est vraiment quelque chose à part entière on est loin d'avoir fait le tour. Hein, tu es d'accord? Même si là, tu as fait énormément de travail là-dessus. Et c'est quelque chose qui peut nous réparer, Mhm. nous réconcilier avec la beauté du monde. J'en suis Tout à fait. persuadée.
C'est là-dessus que je travaille actuellement, hein, vraiment. Mais je te remercie infiniment, c'était passionnant. J'ai 1000 autres questions, mais peut-être qu'on se les posera en direct si tu le souhaites. Volontiers, avec plaisir. Et moi, du coup, je voulais te demander si tu pouvais illustrer, quand tu parlais de prospective pour des futurs durables, avec cette méthodologie. Est-ce que tu pourrais donner un exemple très vulgaire, mais pour que tout le monde comprenne bien? Oui, bien sûr. En fait, on travaille sur comment on imagine finalement et comment on anticipe les 10, 20, 30 prochaines années au travers des principales transitions de notre siècle et celles qui sont principalement souhaitables. On sait tous que le futur au singulier n'existe plus et qu'on parle de futur au pluriel avec différents scénarios possibles, très incertains finalement, certains souhaitables, d'autres non. Et finalement, comment on peut réémerveiller le monde grâce à la couleur au travers de ces futurs souhaitables, ça fait partie de mon travail, effectivement, avec des gammes d'harmonie qui soulèvent finalement de la poésie, des imaginaires, et ce, sans tomber dans les tendances à 2, 3 ans, sans tomber finalement dans des logiques mercatiques qui datent des années 50. C'est se dire, OK, comment aujourd'hui la couleur peut renouveler finalement notre projection dans l'avenir. On parle moins de progrès désormais parce que c'est un terme un peu galvaudé désormais, mais on se dit, OK, comment ça peut participer à du bien-être? Comment ça peut participer à de la positivité pour les années à venir, et ce, à moyen et long terme? C'est pas juste se faire plaisir, entre guillemets, sur le moment, c'est se dire comment on peut réenchanter le monde, ça fait partie aussi des dynamiques du design, comment on peut réenchanter le monde au travers effectivement des dynamiques environnementales, sociétales, positives, c'est-à-dire qui créent plus d'énergie et qui créent plus de synergie que ça n'en consomme. Et je vais quand même te poser la question de Paola Barzano, qui demandait comment la couleur influence nos choix, donc nos Je dirais décisions. que là encore, c'est entre autres neurochimique, c'est-à-dire que nos différentes sensorialités agissent sur nos cerveaux. Et quand je dis nos, c'est au pluriel. Je parle des intestins, qui sont le cerveau des émotions et qui sont tapissés de neurones, donc finalement de neurotransmetteurs aussi, de neurochimie. Ça discute avec notre cerveau cortical de par le nerf vague, qui est le long de la colonne vertébrale. Donc finalement, je dirais que nos deux cerveaux sont complètement connectés. Certains estiment même que le cœur est un troisième cerveau, pas uniquement d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue neurologique. Donc il est question de neurochimie, mais aussi de conscience de soi, de conscience au monde, et finalement aussi de compréhension culturelle, contextuelle, parce que l'environnement est en interaction directe finalement avec le corps et avec l'esprit. Donc c'est un tout qui, à un moment donné, influence nos choix par la compréhension complexe et la méta-analyse plus ou moins intuitive et très émotionnelle du monde. Et alors, qu'est-ce que tu penses de vice-versa? Puisque moi, j'enseigne et j'ai vu le avant la sortie du premier vice-versa et après. Et les représentations, par exemple, en école de communication, des émotions par la couleur, on va dire basique, elles ont évolué. C'est-à-dire maintenant, il n'y a pas un seul étudiant qui va pas me représenter la peur en violet parce que dans vice-versa, l'émotion, c'est violet. Le jaune comme étant l'émotion, enfin jaune, émotion positive, en gros représentant la joie. J'ai retrouvé en fait des livres qui datent de l'époque de ma grand-mère, où on parlait déjà du jaune de la joie. Donc elle était née en 1920. Ce qui prouve bien que quelque part on a aussi acculturé. Donc tu parlais, alors dans un lieu, puisque c'est en tout cas en Occident, mais aussi à une époque. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment quelque part lutter contre? Ou au contraire aller dedans, prendre conscience? Qu'est-ce que j'en fais, moi, de tout ça? Ok. En épistémologie de la couleur, donc en théorie de la couleur, on appelle ça des représentations Mm. prototypiques privilégiées. En d'autres termes, c'est des raccourcis, des autoroutes de pensée qui font que si on dit fraise, on pense rouge. Si on dit jaune, on pense soleil. Ça va dans les deux sens en fait. Et c'est des constructions
qui ont traversé les cultures et qui, à un moment donné, nous relient de façon plus ou moins universelle, mais finalement très cliché. On est dans quelque chose de très galvaudé et finalement de très direct. Ça oublie les nuances de sens et les palettes finalement imaginaires ou émotionnelles que ça peut impliquer. Dire que la peur est violette, on peut aussi se dire qu'on a eu une peur bleue. Bah oui, c'est pour ça, bah, c'est ce que je reprends. Voilà. Voilà. Donc l'un dans l'autre, je dirais que Et Disney, rouge de colère, vert de rage. voilà, exactement. Disney comme Pixar entre guillemets, font partie de la culture populaire qui participe à contenir les couleurs d'une certaine manière, au même titre que les bureaux de tendance dans la mode. C'est un peu le même principe, sauf que là, c'est de la mode culturelle et de la mode de divertissement. Mais effectivement, ça modèle plus ou moins nos conceptions occidentales et c'est quelque chose contre lequel, effectivement, il ne faut pas lutter, il faut l'accepter. Ça fait partie de notre époque et des époques passées, mais en tout cas, il y a quelque chose qui perdure. Mais à un moment donné, notre travail de créatif, c'est justement de sortir de ça et de se dire, OK, la peur peut être de toutes les couleurs dès lors qu'elle est ressentie comme telle. Le jaune peut faire peur à certaines personnes, le rouge aussi, parce que on est dans la représentation prototypique privilégiée du danger, par exemple. Mais je pense que c'est quelque chose à nuancer. Il faut sortir des extrêmes et des visions toutes faites de la couleur pour pouvoir se permettre de se l'approprier pleinement, quoi. Merci, merci. Est-ce que peut-être d'autres personnes souhaitent prendre la parole ou poser des questions dans le chat? On vous laisse le temps de vous connecter, éventuellement allumer la caméra si vous le souhaitez. Et alors, pour l'instant, j'en vois pas. Donc, Émilie, s'il y avait une question la grande question à laquelle tu aimerais répondre à travers ton travail dans les années à venir, c'est quoi? Sur quoi on peut enfin, avec quoi on peut te nourrir pour la suite? L'une des questions que je me pose avec effectivement le recul sur ces années de recherche et sur cette couleur en 8 dimensions, c'est finalement est-ce qu'il y en a que 8? Est-ce que ça va pas plus loin encore? Et est-ce qu'on peut se permettre effectivement de d'oser et de se dire finalement il faut creuser davantage, il y en a peut-être beaucoup plus, au même titre que Aristote s'est dit il y a que 5 sens, mais c'était à son époque. Hmm. Et finalement, on sait aujourd'hui qu'on a une 13 sens, des sensorialités différentes. En termes de dimension, est-ce que au final, ça va pas plus loin encore? C'est l'une des questions effectivement que je me pose actuellement. Ben merci, merci beaucoup, Émilie. On essaiera d'y répondre. On te nourrira. En tout cas, merci d'avoir partagé ta recherche. Je redis redonne ton site où on peut retrouver ton travail. Tout à fait, c'est emilierouland.com. Donc, Voilà. mon prénom et mon nom.com, tout simplement. Et si vous avez donc des questions qui vous viennent à la suite, n'hésitez pas à contacter Émilie directement. Bien sûr, j'y répondrai avec plaisir et ce sera un plaisir de travailler ensemble si certains sont tentés par l'expérience. Merci à tous, merci à Émilie, merci Sophie pour tes pertinentes questions également. Merci Euh, beaucoup. je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis bon appétit puisque c'est à peu près l'heure. À À bientôt. bientôt. Au revoir.